Salut à tous et à toutes. Salut à tous. Et salut Catherine. Salut Pablo. Alors aujourd'hui, petit débrief de la semaine avec deux sujets. Je vais commencer par le deuxième qu'on traitera en deuxième. C'est le discours de Vladimir Poutine et un peu ce qui est en train de se passer, parce que Vladimir Poutine prend beaucoup la parole ces derniers temps et on essaiera un peu de décrypter, d'essayer de savoir vers où il veut aller et ce que peut faire, ce que doit faire et ce que fait finalement, ce que font les démocraties occidentales. Mais d'abord, on va parler des retraites, de la proposition de contre-réforme des retraites faite par le gouvernement. Je dis contre-réforme parce que je pense que c'est important qu'on rappelle que c'est pas une réforme en fait qui va dans le bon sens pour une partie de la gauche, et donc l'appeler contre-réforme, c'est lui apposer finalement le sceau de l'ignominie de ce qu'elle est véritablement. Donc moi je dirais contre-réforme. Comment est-ce que tu analyses, Catherine, ce qui s'est passé là au début de l'année? Il y a eu, honnêtement, on sait toujours pas très bien à quelle sauce on va être mangé, même si ça commence un peu à... Voilà, là on commence à le savoir, mais il y a eu beaucoup de tractations dans tous les sens, beaucoup de choses qui ont été dites à la presse, etc., et des ordres et des contre-ordres. Comment est-ce que tu lis finalement cette séquence autour de cette proposition de contre-réforme des retraites? Elle était une séquence un peu longue, puisqu'en fait elle commence avec l'élection présidentielle, quand Macron fait enfin ses propositions au mois de mars, c'est-à-dire un mois et demi avant l'élection. Il annonce qu'il veut faire la réforme des retraites, non plus celle qu'il avait proposée en 2016, qui était une grande remise à plat de tout le système de réforme, etc., mais simplement une réforme, comme disent les spécialistes, paramétrique, c'est-à-dire en fait jouer sur l'âge de départ à la retraite et le nombre d'années de cotisation. Et il le présente donc simplement au mois de mars, mais il se refuse à tout débat pendant l'élection présidentielle. Entre les deux tours, il fait une espèce de pas en arrière en disant oh, mais tous discutent, 65, 64, mais surtout il essaie de faire le moins de bruit possible parce qu'il sait que les Français sont majoritairement opposés à cette réforme et que donc il faut quand même essayer d'engranger le maximum de voix et notamment ne pas effrayer les électeurs de gauche de voter pour lui. Donc là, on peut dire que déjà il y a une espèce de première grande séquence qui est Macron a changé de pied entre 2016 et 2022. Il n'est plus question d'une réforme systémique, mais d'une réforme paramétrique, c'est-à-dire économique. Et puis, il refuse d'en discuter. Il ne le soumet pas au débat politique de l'élection présidentielle. Il revient là, après avoir pris une petite déculottée aux élections législatives, et il a besoin de réaffirmer qu'il est bien en mesure de transformer le pays, qu'il est bien réformateur, etc. Et il veut aller vite pour ne pas laisser son quinquennat s'enliser, selon la théorie qui est que finalement tu as les 100 premiers jours pour faire des choses, voire tu as la première année, et surtout maintenant avec le quinquennat qui raccourcit les délais, et surtout avec lui qui n'est pas candidat à sa réélection. Donc en fait, sa légitimité politique, elle ne va pas durer très 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 longtemps. Il est affaibli au Parlement et il a une légitimité politique qui va être contestée assez vite par ceux qui vont vouloir être candidats pour son camp à l'élection présidentielle. Donc il veut aller vite, et au point qu'il fâche son camarade Bayrou. Parce qu'il dit je vais faire ce qu'ils appellent un cavalier à propos de la réforme, enfin du vote du budget de la sécurité sociale. Bon, Bayrou lui dit non, lui dit qu'il n'en est pas question, et je pense que Bayrou le fait parce que d'une part ça fait partie quand même des principes de l'ADN politique du MoDem que de dire il faut qu'il y ait des négociations avec les partenaires sociaux. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il pense que lui, il est en charge de la grande concertation, du plan, etc. Bon, là, c'est quand même mal barré et il est déconsidéré, quoi, s'il fait ça. Donc, Bayrou réussit à obtenir que Macron recule sur ce point. Enfin, c'est un petit recul, parce qu'en fait, ce qu'on apprend maintenant, c'est que ça sera un projet de loi qui sera présenté en décembre pour être soumis au Parlement en janvier.
C'est-à-dire que d'ici décembre, les partenaires sociaux sont invités à négocier. Alors pourquoi c'est important cette date? C'est qu'en fait, en janvier, le congrès LR sera passé. Donc ça veut dire que là, on va certainement, d'ici le congrès LR, assister un peu à des jeux de positionnement à l'intérieur du parti LR, les Républicains, pour dire non, non, on ne fait pas partie de la majorité, on affirme notre autonomie, notre existence, etc. Donc je pense que là, ils auraient eu du mal à voter cette réforme, c'est-à-dire à apporter leur soutien nécessaire au vote de la réforme. Au mois de janvier, tout ça sera derrière eux, le Congrès aura tranché et ils vont pouvoir, les députés, au moins en tout cas les 40 ou 50 qui seront nécessaires pour faire voter la réforme, ils vont pouvoir le faire. Donc je pense que Macron, il a tenu compte de ce calendrier. Voilà. Alors, mais il y a une question, c'est maintenant, est-ce qu'il faut négocier, est-ce qu'il faut discuter ou pas de cette proposition, de ce projet de loi? Alors moi, j'ai pas tout à fait la même lecture de ce qui s'est... de ce qui s'est passé. Je pense que Emmanuel Macron n'a jamais eu pour objectif de le faire passer dans un cavalier législatif dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense en fait qu'il fait comme maintenant il est de coutume de faire quand on est dans l'exécutif. Ça avait déjà commencé sous François Hollande, c'est-à-dire qu'on balance dans la presse une idée qui paraît complètement démentielle et contraire pour le coup au respect de nos institutions, voire au respect de la démocratie, mais voilà, qui est très très forte, où il dit voilà, on va le faire passer dans le PLFSS. Là, tout le monde pousse des cris d'orfraie, et lui dit dans sa grande magnanimité, Emmanuel Macron, écoutez, vous avez raison, il faut quand même qu'il y ait un débat au Parlement. Et donc du coup, les opposants, qu'ils soient partenaires sociaux ou qu'ils soient dans le Parlement, disent « Ah ben voilà, c'est bon, on a gagné un petit peu, on a au moins gagné un débat parlementaire. » Et surtout, en fait, on a gagné que pendant un temps, on a cru que tout ce qui s'était passé au moment de la première présentation finalement de cette contre-réforme des retraites, où il y avait énormément de choses qui étaient débattues. C'était pas du tout uniquement l'allongement de l'âge de départ à la retraite et l'allongement de la durée de cotisation. Il y avait plein d'autres questions qui avaient été mises sur la table. Là, elles avaient été réduites, comme tu l'as dit, c'était une réforme paramétrique où il n'y avait plus que 2 questions qui étaient posées, allongement de départ et de l'âge de départ à la retraite et allongement de la cotisation. Là, tout d'un coup, il dit, bon bah vous voyez, on va négocier le reste. Et en fait, et c'est vrai, et moi je pense que c'est ce qu'il va faire, pour essayer en gros d'attraper certains partenaires sociaux dont il a terriblement besoin dans le rapport de force, même au sein du Parlement, c'est-à-dire la CFDT, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à la CFDT? Il va leur dire, bon, on top sur l'allongement d'âge de départ à la retraite, bon, même si ça sera peut-être pas 65 ans, c'est peut-être 64 ans ou je sais pas quoi, il va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin à ce niveau-là, mais il va leur proposer, d'un autre côté, un alignement des petites retraites, c'est-à-dire des minima en fait pour les petites retraites, par exemple à hauteur de 1100 ou de 1200 euros. Il va proposer que les carrières hachées puissent quand même bénéficier d'une retraite décente. Il va sur les questions de pénibilité, etc. Enfin, je veux dire qu'il va avancer, ça va lui permettre non plus d'être uniquement sur l'âge de départ à la retraite, mais sur d'autres sujets, de pouvoir avancer sur l'âge de départ. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et à mon avis qui est terrible, et tu l'as un peu dit, mais qu'il faut rappeler en permanence, c'est que leur seul objectif, c'est de faire des économies. C'est leur seul objectif, c'est-à-dire de dégager de l'argent pour... Alors, on peut dire que c'est dans un strict effort budgétaire pour être bien sous tout rapport au niveau du budget, etc. Je pense que c'est aussi pour pouvoir investir à d'autres endroits. C'est-à-dire que les économies qu'ils vont faire là, alors c'est à moyen terme, voire à long terme, mais les économies qu'ils vont pouvoir faire là, ils imaginent qu'ils vont pouvoir les réinvestir autre part. Et en tout cas, ils vont pouvoir se présenter. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de se présenter à la fin de son quinquennat et dire « Regardez, mon ardoise est propre parce que j'ai fait des réformes, j'ai saigné une partie... » Parce qu'en gros, il faut le répéter, le principal problème de cette réforme qui se profile, c'est que les retraités, les pensions vont être
plus faible. Enfin, c'est ça, il faut le répéter, parce que si on allonge l'âge de départ à la retraite avec le chômage qui est tel qu'il est, avec un taux d'emploi des seniors qui est celui qu'il est, c'est-à-dire relativement faible, ça fait que, en gros, vos dernières années, les dernières années de travail, elles vont être parfois au chômage, parfois sans emploi, etc. Et donc, ça va baisser d'autant vos pensions. Donc, tout ça, c'est un énorme problème. J'espère, parce que là, tu parlais de la question, est-ce qu'il faut aller négocier ou pas, etc. La CGT semble plutôt, pour le moment, vouloir faire la politique de la chaise vide, c'est-à-dire de dire on ne va pas négocier parce qu'en fait, cette réforme ne nous va pas. En fait, c'est tellement difficile. J'ai fait une midinale avec la numéro 2 de la CGT, Catherine Perret, qui raconte à chaque fois la difficulté, en fait, qu'ont les syndicats à dialoguer avec l'exécutif, parce que en fait elle me dit oui, on arrive dans des réunions, ils me font des beaux PowerPoints, etc. Mais même eux, ils croient pas ce qu'ils disent, ils savent très bien qu'ils n'ont pas la main, les ministres qu'ils rencontrent, ils n'ont pas la main, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, n'a pas la main, Gabriel Attal, le ministre du Budget, n'a pas la main, tout se passe à l'Élysée, et donc du coup, à quoi ça sert une rencontre d'un type qui est absolument incapable de négocier quoi que ce soit. Donc ça pose des vrais problèmes institutionnels. Quels sont le rôle des ministres? C'est quoi le rôle des partenaires sociaux? Après, c'est quoi le rôle des parlementaires si c'est juste valider ce que Emmanuel Macron a pensé au château? Tout ça pose énormément de problèmes auxquels la gauche doit se confronter. Je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir en sortir gagnant, parce qu'il faut que la proposition qui vienne de la gauche ne soit pas qu'une stricte proposition de statu quo, parce que c'est toujours ce qu'il y a de pire, c'est de dire « Ah nous on défend l'existant », donc du coup ça fait vraiment, comment on dit, conservateur, alors même que la proposition de statu quo, en l'espèce, je ne la crois pas conservatrice, mais c'est comme ça qu'elle va être dénoncée, en gros, par l'exécutif. Et ouais, vas-y. Moi, non, oui, je te coupe parce que là, t'es parti pour... ça te passionne. Ce que je voulais dire sur ce que tu as dit, c'est qu'en effet, il n'y aura pas que du paramétrique, il n'y aura pas que la durée des cotisations et l'allongement. Notamment, ce qui est annoncé, c'est qu'il va y avoir la remise en cause des régimes spéciaux de retraite. Donc là, on va de nouveau arriver sur... Alors, on sait que sur les cheminots, en fait, ils ont déjà enclenché le processus, puisque les cheminots, tous les entrants ont perdu le statut des anciens embauchés, on va avoir à la RATP, on a essayé d'amoindrir le truc en mettant des lignes automatisées, plus le télétravail fait que quand il y a la grève à la RATP, les entreprises s'organisent pour faire du télétravail, donc ils vont essayer d'amoindrir l'effet. Il reste les électriciens gaziers qui ont encore un statut spécial, et qu'effectivement, là, dans le contexte actuel, une grève chez les électriciens gaziers risque d'être assez compliquée. Donc, tu as raison de dire que ça va être en fait une réforme qui ne va pas simplement porter sur les deux paramètres, mais sur beaucoup d'autres éléments qui vont être soi-disant du grain à moudre pour la négociation, sachant que le cadre lui-même n'a pas bougé. Alors moi, ce que je veux dire, c'est deux choses sur le plan idéologique. La première, c'est que, en effet, ça nous est vendu comme étant il faut produire plus de richesses pour pouvoir développer nos services publics. C'est ça l'argumentaire qui a été celui d'Emmanuel Macron. Et pour développer l'hôpital, l'école, la police, la justice, etc. Le seul problème de cet argumentaire, c'est ce que tu viens de redire, c'est qu'en vérité, le fait qu'il y ait davantage de production ne relève pas principalement de savoir si les gens vont travailler plus longtemps. C'est le fait qu'il y ait plus de monde qui travaille, c'est-à-dire notamment tous les 6 millions de chômeurs ou de gens qui sont en sous-emploi actuellement. Et donc c'est plutôt cette question-là qui est posée pour produire davantage de richesses pour nos services publics, et pas de faire retarder, comme tu l'as très bien dit, l'âge de départ des seniors, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est que ça va être des gens qui, en fait, vont partir encore plus chômeurs, encore plus au RSA, et encore plus avec des petites retraites. Ça veut dire que c'est pas pour augmenter la richesse, mais c'est pour baisser le poids de la retraite, sachant qu'il y a cette espèce de chiffre donné par l'Europe comme objectif, 14% du PIB qui doit être consacré à la retraite, quelle que soit la part de nombre de retraités qu'il y a dans le pays. Or, il y a plus de retraités, donc il n'y a aucune raison de se dire qu'il faut limiter à 14%. Et typiquement, c'est un débat politique de fond de la place que l'on va accorder à la retraite, au grand âge, etc. C'est-à-dire qu'au fond, le fait que notre pays vieillisse, ça doit
avoir des conséquences sur la dépense publique. Leur grand truc, c'est le nombre d'actifs pour le nombre de retraités. Et c'est vrai que ce nombre d'actifs, quand on compare entre 1950 et aujourd'hui, il a diminué. Aujourd'hui, je crois qu'à horizon 2050, il n'y aura plus que 1,2 actifs pour un retraité. C'est-à-dire que et là, le ratio, du coup, inquiète énormément les macronistes, mais pas le corps, pas le Conseil d'orientation des retraites, qui, lui, estime que, globalement, même si le régime sera déficitaire, alors cette année, il était excédentaire l'année dernière, il sera excédentaire cette année, et à partir de l'année prochaine, et pour 10 ans, il sera structurellement déficitaire, mais après 10 ans, il sera déficitaire, mais pas dans des proportions complètement dingues, et après 10 ans, le corps estime qu'ils n'arrivent pas très bien à savoir dans quelle mesure il sera ou bien excédentaire ou bien déficitaire. Oui. Mais il n'y a jamais de décrochage. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un emballement en fait, du système qui ferait qu'il serait absolument intenable. C'est-à-dire en fait le problème du rapport entre les actifs et les retraités, c'est quelle est la richesse produite par les actifs aussi. C'est-à-dire que si les actifs ils ont un taux de productivité extrêmement élevé, ça change avec des actifs qui ont un taux de productivité peu élevé. Et répartition. Et il faut une clé de répartition. Parce que s'ils ont un taux de productivité élevé mais qu'ils gardent tout pour eux, ça va pas marcher. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle en France la retraite par répartition. Exactement. Mais donc en effet, on est bien plutôt sur des mesures d'économie et non pas des mesures de création de richesse. C'est bien ça qui est le fond de la réforme des retraites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est validée par la droite. C'est-à-dire que la droite, son propos n'est pas de développer les services publics. Le propos de la droite, c'est un propos comme l'avait dit Pécresse, il a cramé la caisse, donc c'est de renflouer les caisses de l'État et c'est de remettre... Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que donc, le premier enjeu qui est, est-ce qu'on fait cette réforme pour augmenter la production de richesse ou est-ce qu'on fait cette réforme pour faire des économies? Deuxième enjeu, à mon avis, c'est que cette question de faire des économies pour l'État, je pense qu'il faut quand même ne pas la considérer par-dessus la jambe. C'est pas du tout une question secondaire. Moi, je crois qu'on a besoin à gauche de réfléchir à quels sont les arguments que l'on a vis-à-vis de l'État. Parce que le fait qu'on ait un État qui soit si inefficace, qu'on ait un tel point d'inefficacité, et l'affaire EDF en est quand même vraiment spectaculaire, c'est-à-dire que c'est un État qui n'a pas su, qui a donné ordre et contre-ordre, qui a pompé dans les caisses d'EDF, enfin je veux dire, qui a affaibli l'entreprise EDF. Donc on a un problème de penser la fonction de l'État, le rôle de l'État, et on ne peut pas simplement considérer que ce n'est pas une question de rétablir les comptes de l'État. Mais le problème, c'est qu'il y a deux questions. C'est qu'est-ce que fait l'État, comment il utilise cet argent et comment on retrouve de l'efficacité à l'action de l'État. Enfin, dernier truc, ce que je pense, c'est que c'est une question qui est super difficile pour la gauche. Parce que la NUPES rassemble en son sein des gens qui ont fait les réformes en cours et sur lequel on continue d'aller, c'est-à-dire la réforme de Marisol Touraine, qui continue d'augmenter les socialistes. Et donc, je pense que au-delà de la signature de l'accord de la NUPES qui dit la retraite à 60 ans, donc ce n'est pas le statu quo, c'est le retour à une situation plus favorable pour les salariés, les socialistes ont certes signé ça, mais ce qu'il faut, c'est quand même qu'ils reviennent sur le fond sur cette question-là, parce que pour l'instant, ils font profil bas, parce qu'il n'y a pas de remise en cause et de réinterrogation profonde de la logique qui a été celle de François Hollande. Et donc, pour moi, l'enjeu pour la gauche, c'est de travailler à une alternative sur cette question des finances publiques et notamment des finances de la retraite et de la sécurité sociale, et que la seule qui a été mise en œuvre était une politique extrêmement régressive et libérale. Ils l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait, c'est ça que je veux dire. J'insiste sur le fait que pour l'instant, on était dans un flou artistique. Maintenant, il faut que Faure il y aille au charbon et qu'il sorte des trucs qui expliquent s'ils reviennent sur la réforme Touraine, ce qu'ils ne disent pas. Et s'ils reviennent sur la réforme Touraine, c'est qu'ils proposent quoi comme modèle alternatif. Et ça vaut, je dirais, pour les socialistes, mais ça vaut pour tous. Oui, et ce sera d'autant plus intéressant que le vote de la loi donc, de réforme des retraites en janvier arrivera
au moment où les socialistes débattront aussi en interne sur leur congrès, donc sur la direction qu'ils souhaitent donner à leur parti. Donc il y aura les deux en même temps. Parce que les LR, ça sera avant, mais le PS, ça sera après. Donc ce sera particulièrement intéressant de regarder comment eux, ils se positionnent par rapport à cette réforme. Deuxième sujet. Allez. Vladimir. Le petit sujet Vladimir. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Vladimir? Il nous cite Goebbels. Comment? Ah, il cite Goebbels. Allez, comme ça, les choses sont claires, non? Ouais. Donc, dire quoi? Non, les choses sont claires. C'est-à-dire Vladimir, c'est le Troisième Reich. Vladimir Poutine, c'est le Troisième Reich. Non, je sais pas, Vladimir, c'est le Troisième Reich. La référence de Vladimir est une référence qu'il n'ose... Enfin, il a commencé par expliquer que les Ukrainiens étaient des néo-nazis, et lui, il va citer de Goebbels. Oui, ça, j'avoue que c'est original. Oui, c'est vrai que finalement, on voit bien que tout ça est du grand n'importe quoi, et que il fait ses références, maintenant, c'est la Grande Russie. On veut revenir à la Russie historique. Donc, il puise véritablement dans les ressources de l'idéologie grand russe nationaliste, et pour ce faire, il n'hésite pas à aller citer les grands penseurs du Troisième Reich. Donc bon, voilà, et il est parti dans un engrenage que je trouve extrêmement inquiétant, parce qu'évidemment, ce qui vient de se passer avec les 4 référendums qui n'en sont pas. En aucune façon, on peut considérer qu'il y a un référendum quand il n'y a pas eu de débat contradictoire, quand on est en guerre, quand c'est les militaires qui vous font voter, et quand chez vous, et quand les gens pour une part d'entre eux, ont fui le pays parce que c'était la guerre. Enfin, il n'y a aucune condition d'un référendum sincère, réunique, là, dans ce qui vient de se passer, et c'est simplement un acte pour brusquer l'annexion et dire maintenant, ben voilà, les gens ont voté, donc maintenant c'est la Russie, et celui qui voudra reprendre ces territoires que je viens d'annexer, en fait, attaque la Russie. Donc j'enclenche le niveau maximum, c'est-à-dire la défense du territoire de la Grande Russie. Donc là, on franchit chaque jour un peu plus des pas dans une escalade qui me paraît immaîtrisée. Mais alors, immaîtrisée de la part de qui? Parce que c'est ça qui est quand même un peu, je trouve, intéressant. Il y avait une partie des commentateurs et des décideurs politiques qui disaient, au tout début, ils disaient « Ah, mais il ne faut pas humilier la Russie ». Moi, je me souviens de cette phrase. Bah oui, ça reste vrai, ça. Non, mais ça reste tout à fait vrai. Et il ne faut pas l'humilier précisément pour éviter l'escalade. Et la Russie n'a pas été humiliée. La Russie, a été, depuis le début de la guerre en Ukraine, je veux dire, Emmanuel Macron a assez appelé Vladimir Poutine, notamment au début. Je veux dire, il y a eu des tentatives de médiation, etc. Il y a toujours des tentatives de médiation. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression qu'en face, Vladimir Poutine n'en fait absolument qu'à sa tête. C'est-à-dire que, en gros, les gens essayent de lui dire oui, mais alors peut-être que, et puis on va négocier ça, etc. Mais le type, il en a absolument rien à foutre. Son objectif, comme tu l'as dit, alors, il est idéologique parce que, genre, effectivement, il y a ce fantasme de la Grande Russie et même peut-être de l'URSS. Parce que dans son discours hier, il a dit, il a mis le problème, la cause du problème actuel, il a dit, c'est à cause de la disparition de l'URSS et de Gorbatchev. Il a balancé ça hier dans son discours. Ah, la faute à Gorbatchev? Oui, de la dissolution de l'URSS. Mais la dissolution de l'URSS, c'est pas la faute à Gorbatchev. Non, mais je sais, mais il a aussi cité Gorbatchev. Gorbatchev a précisément quitté la direction de l'Union soviétique parce que il y avait la dissolution de l'Union soviétique qui se profilait. Mais je pense que vaut mieux se le redire parce que c'est quand même un peu oublié. Tu as tout à fait raison. Mais je pense que le principal problème de Vladimir Poutine, c'était la transparence et la perestroïka. Enfin, tout ça, à mon avis, était une façon pour Poutine, c'était une façon en fait de mettre un genou à terre pour l'URSS, ce qu'il n'a jamais accepté et qu'il n'accepte toujours pas aujourd'hui. La question c'est, aujourd'hui en plus il est confronté, Vladimir Poutine est confronté à énormément de choses en interne. En interne, il y a des gens maintenant qui commencent à fuir le pays. On sait que sur les boucles Telegram qui sont pléthoriques en Russie, les gens commencent vraiment à se poser des questions en fait sur pourquoi est-ce qu'ils iraient se battre, parce que maintenant avec cette conscription partielle, à moitié obligatoire, etc., où a priori il y a près d'1 million de gens en fait qui vont être mobilisés. Ça peut aller jusqu'à 1 million de gens mobilisés. Au début c'était 300 000, mais en fait à mon avis on va plutôt approcher le million. Pourquoi ton avis?
Parce que genre, c'est T'es ce que un avis, disent... toi? Non, mais c'est ce qu'ils disent. Excusez-moi, c'est ce qu'a dit... Je vous présente Pablo, grand spécialiste de la conscription russe. Je vais citer mes sources. Joseph Borrell, qui est le représentant pour les relations extérieures de l'Union européenne, des 27. Et donc, il a fait une allocution où il a expliqué deux choses. Il a avancé ce chiffre du million, qu'il a dit, genre, a priori, il y a plutôt 1 million de Russes qui vont être conscrits, plutôt que 300 000, comme ça avait été dit au début. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, Joseph Borrell a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit... et il l'a dit hier, donc avant ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui, il a dit on ne reconnaîtra jamais les frontières, les 4 régions annexées par la Russie. Ce ne sont pas les frontières, l'Union européenne n'acceptera jamais ces frontières. Donc en fait, là, on va arriver à un problème qui est d'ordre... comment on dit, très grave, c'est-à-dire que du coup lui il va considérer qu'il y a une frontière, les autres non. Il faut savoir qu'à l'intérieur même de ces régions, il y a des soldats ukrainiens qui se battent contre les Russes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% en fait de ces régions qui sont maîtrisées contrôlées par les militaires russes. Il y en a une partie qui sont contrôlées par des militaires ukrainiens. Et donc du coup, la question c'est est-ce qu'il va considérer au moindre coup de feu, Vladimir Poutine, que c'est une agression sur son sol et que du coup, il a le droit de répondre avec toute sa force, une force de frappe que pour l'instant, il a certes utilisée, mais je pense qu'il en a encore, sous la pédale, comme on dit, et notamment, au bout d'un moment, il y a la force nucléaire, quoi. C'est-à-dire que si il est attaqué sur son territoire, il peut considérer que la réponse, c'est une frappe nucléaire. Et là, ce serait un engrenage très grave, et je terminerai sur un point qui a été soulevé par... c'est Raphaël Glucksmann qui l'a dit, qui en a fait un tweet. Il a rappelé qu'en 1999, donc, une des origines de la guerre de la seconde guerre de Tchétchénie et de finalement l'annexion de la Tchétchénie par la Russie, ça a été des attentats qui ont fait près de 300 morts à Moscou et dans quelques autres villes. Et à ce moment-là, Poutine avait dit c'est les Tchétchènes qu'on fait les attentats, qu'on commandité les attentats. Et il s'est avéré, on l'a appris 10 ans après, c'est une historienne qui s'appelle Hélène Blanc qui en avait parlé et qui a fait des recherches là-dessus et qui a dit non, en fait pas du tout, c'était pas du tout les Tchétchènes, c'était le FSB, c'est-à-dire c'était l'État russe lui-même qui avait commandité les attentats pour accuser les Tchétchènes et ensuite justifier... FSB à l'époque dirigé par Poutine. Exactement. Et je sais pas si Poutine était à l'époque sur le FSB ou directement en 99. L'affaire du théâtre à Moscou. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que il n'a absolument pas... il ne fait pas grand cas en fait de sa population lorsque c'est pour Vladimir Poutine et globalement l'État russe ne fait pas grand cas de sa population lorsque c'est pour remplir des objectifs militaires, quoi. Si c'est pour et moi hier pour en avoir discuté sur un plateau avec Bernard Guetta, donc un député européen qui est un peu spécialiste de la question, même si il est député En Marche. Il disait c'est vrai que journaliste du Monde du temps de journaliste Gorbatchev, correspondant au Monde, du temps de Gorbatchev, et donc Bernard Guetta disait il faut faire très attention parce qu'ils sont tout à fait susceptibles de faire sauter par exemple les centrales à Zaporijjia ou centrales nucléaires à Zaporijjia et ensuite justifier de cette attaque pour dire on attaque et une explosion, un attentat sur Zaporijjia. Enfin, bien sûr, on imagine les dégâts colossaux en fait que ça pourrait faire vu que c'est une des plus grosses centrales sur le sol européen. Ce que j'ai noté aussi dans le discours de Poutine, c'est que donc à la fois il a ce discours grand russe qui puise ses références, comme j'ai dit, dans le Troisième Reich, mais par ailleurs il a une phrase qui est assez éloquente. Il dit c'en est fini de l'hégémonie honteuse ou un truc comme ça de l'Occident. C'est-à-dire qu'il se présente comme une alternative au monde unipolaire. C'est-à-dire comme étant la fin de ce monde qui a été dominé pendant des siècles par l'Occident et qui a mis le reste du monde à genoux et que lui en serait le leader. Je pense que cette présentation-là, elle a quand même besoin d'être vraiment contestée de toutes parts, y compris par des leaders d'opinion qui représentent un ailleurs par rapport à l'Occident. C'est-à-dire que
Vladimir Poutine ne représente pas une alternative à l'hégémonie occidentale. Il est une forme d'impérialisme d'un nouveau genre et qui serait l'impérialisme grand russe, dont merci beaucoup, mais on n'en veut pas, quoi. Mais d'ailleurs, à la fois les Chinois, toute l'Asie du Sud-Est et même les Turcs, etc., sont pas très... En ce moment, ils commencent un peu à prendre leur distance par rapport aux Russes. Notamment les Chinois qui commencent à dire oui, ça va bien 5 minutes, justement cet impérialisme russe. Et même le Kazakhstan, c'est hyper intéressant parce que le Kazakhstan, qui est un pays qui est quand même traditionnellement très très proche de la Russie, le président kazakh a quand même fait une déclaration dans laquelle il a dit qu'il accueillait à bras ouverts les déserteurs russes. C'est-à-dire, c'est quand même une déclaration, c'est-à-dire de dire, vous refusez la guerre, venez chez moi. Donc c'est vraiment un doigt d'honneur fait à Vladimir Poutine assez fort. Et en plus de ça, le Kazakhstan a aussi dit qu'il engageait, ils vont faire des transactions il va vendre du gaz et du pétrole, mais surtout du gaz. Ils ont surtout du gaz aux pays européens. Ils ont annoncé ça la semaine dernière. Donc ça veut dire que même des pays très proches de la Russie commencent un peu à prendre leur distance. Donc voilà, il y a des choses qui se passent. C'est très compliqué aussi de savoir en fait ce qui peut se passer. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, mais alors là, pour le coup, et je pense qu'on en terminera là-dessus, mais il y a cette question en fait du rapport dans les familles, mais comme c'est le cas dans beaucoup, dans l'histoire, dans beaucoup de sociétés dominées par des totalitarismes, des autoritarismes, en fait, dans les familles, entre amis, etc., il se dit des choses. C'est-à-dire que les gens discutent de la politique de Vladimir Poutine, les gens ne sont pas contents de ce que fait Vladimir Poutine. C'était le cas, enfin moi j'ai une partie de ma famille qui était dans l'Espagne franquiste, qui étaient des républicains, et je sais qu'ils en discutaient. Mais par contre, publiquement, c'était impossible pour eux de se prononcer contre Franco. De la même manière, là, publiquement, c'est impossible de se prononcer contre Vladimir Poutine. Sauf qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Et là, les gens discutent. Et tout d'un coup, en fait, il peut se passer, peut-être ce qui s'est passé aussi dans les printemps arabes, etc. C'est-à-dire que il y a un basculement, en fait, de ce qui est dit dans des sphères intimes, qui tout d'un coup fait boule de neige et devient, en fait, un fait politique. Et se transforme en dynamique politique. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu de mal dans la Russie de Poutine d'imaginer comment cette transition en fait pourrait se faire. Tant il a bloqué absolument tous les espaces, à la fois médiatiques, alors que dans les printemps arabes, dans les pays arabes, il y avait quand même des dissidences c'était difficile, ça a été particulièrement dur. Mais il y avait par exemple des journaux d'opposition. En Russie, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, en Tunisie, il y avait des journaux d'opposition, il y avait des journaux de gauche. Là, ça n'existe pas. Donc, il y a plein d'espaces qu'ils n'ont pas. Est-ce qu'ils vont réussir à les reconstruire là pour s'opposer à la politique de Poutine? Oui, enfin, des peuples qui se révoltent contre leurs dirigeants oppresseurs. Il y en a un en Iran, il y a eu les printemps arabes et pour l'instant, ils ont perdu. Oui. Donc, je veux dire, le fait, c'est le problème de la puissance de l'État, d'un État militaire, est une question non résolue pour l'instant. Si mes informations sont exactes, ça s'est pas très bien terminé pour les Syriens. C'est pas encore réglé. Ça s'est pas très mal terminé en Égypte. En Arabie Saoudite, ça va pas très fort. Et on va voir comment les choses vont évoluer en Russie. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que en effet, tu as raison que peut-être il peut y avoir une contestation. De là à ce que l'État russe dominé par Poutine d'une main de fer, enfin je veux dire où il va jusqu'à balancer par les fenêtres les oligarques, ses potes oligarques quand ils le dérangent. Je veux dire, voilà, il y a encore du chemin et je trouve que la situation est vraiment très dangereuse et qu'elle ne peut pas reposer sur simplement le fait que les Russes vont s'exprimer. Il faut qu'il y ait la communauté internationale, les États dans le monde qui trouvent le chemin pour réussir à apaiser, négocier, baisser. Et en effet, moi je crois que le fait qu'on ne reconnaisse pas l'annexion des 4 régions de l'Ukraine me paraît être absolument impréalable. Sans ça, là on s'ouvre sur de l'impossible, quoi. Dernier point, tu as une petite recommandation culturelle à faire. Yes, et qui est presque dans la continuité de tout ça. J'ai vu hier soir que Arte avait mis en accès libre dans les films sur sa chaîne, So Long My Son. Et c'est un film
je pense que c'est le plus beau film que j'ai vu ces 10 dernières années. Donc, je l'ai vu aussi et je valide totalement. C'est exceptionnel. C'est un film qui raconte la transformation de la Chine entre la fin de l'époque de Mao, l'ère de l'enfant unique, le dirigisme du parti dans les entreprises et dans les vies privées, familiales. Ça se raconte à travers l'histoire de deux familles amies et qui va se terminer jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment la transformation incroyable qui s'est produite en Chine entre la fin de Mao et puis le capitalisme d'aujourd'hui. C'est exceptionnel comme film. Franchement, voilà, si vous nous en croyez, ne ratez pas ce film, So Long My Son, sur Arte. Et à la semaine prochaine. Ciao.